Voilà, et je vais passer la parole à Nathalie Launay de Galit Soprasteria qui va animer cette table ronde sur les services de confiance. Nathalie, c'est à vous. Donc, bonjour à tous. Je sais qu'on est un petit peu au milieu de l'après-midi, mais on va essayer de vous éviter de faire la sieste sur cette nouvelle table ronde sur les nouveaux services de confiance, sur leur valeur ajoutée et leur mise en œuvre. Donc, on a 55 minutes chrono pour tenir cette table ronde. Donc, outre animer, je vais essayer de tenir le temps qui nous est alloué pour pouvoir quand même vous garder 5 minutes pour poser des questions si vous le souhaitez. Je vais commencer par présenter nos 3 intervenants de choc pour cette table ronde. Donc, d'abord, honneur aux dames, Madame Sandrine Hiller. Donc, Sandrine est présidente de la commission de normalisation AFNOR CN 171 qui traite du cycle de vie des documents et de la préservation électronique. Elle co-préside également la toute nouvelle commission de normalisation AFNOR sur la facture électronique. En tant que également animatrice du groupe de la commission confiance numérique de eFitura, elle anime des travaux sur des thématiques telles que la cybersécurité, bon, on est bien au salon InCyber, sur l'identité numérique, sur la facture électronique et naturellement sur les services de confiance numérique, l'objet de notre table ronde aujourd'hui. À ma gauche, Jérôme Bordier. Donc, Jérôme est un expert reconnu en matière d'identité numérique et des services de confiance numérique, en particulier sur la signature électronique. Jérôme a des multicasquettes. Jérôme est aujourd'hui présent à notre table ronde en tant que secrétaire général du club PSCO. Ce club PSCO est une association loi 1901 créée il y a un peu plus de 15 ans et qui regroupe un grand nombre de prestataires français de services de confiance qualifiés EIDAS, plus d'une quarantaine. Nous avons enfin Norberto Stallo. Norberto, lui, a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des TIC, des technologies d'information et de communication, en particulier dans le domaine de la transformation numérique et des services de confiance. Il est aujourd'hui responsable comptes internationaux chez InfoCert, qui n'est plus à présenter puisque c'est l'un des leaders européens des prestataires de services, des services de confiance qualifiés EIDAS. Norberto va participer à notre table ronde en français, mais par contre, Norberto, comme je vous l'ai dit, libre à vous, si vous souhaitez vous exprimer pour une question précise en anglais, de vous exprimer. Norberto étant d'origine italienne, si je me souviens bien. Alors, nous allons commencer maintenant donc cette table ronde sur notre thématique préférée des services de confiance numérique. Donc, avant d'évoquer les tout nouveaux services de confiance qui ont été institués lors de la révision EIDAS 2 en juin 2024, il est utile d'évoquer les transformations qui concernent les anciens services de confiance EIDAS qui ont été créés lors de la première réglementation EIDAS qu'on appelle EIDAS 1 en juillet 2014, parce qu'il y a eu, avec la révision, une profonde mutation des exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés et parfois sur le contenu ou la description du service, en particulier pour la signature électronique. C'est pourquoi je vais commencer par interroger Jérôme, qui connaît bien ce sujet, pour nous préciser un peu plus l'objet de cette évolution réglementaire pour les prestataires qualifiés et les changements majeurs concernant la signature électronique et les impacts qui en découlent. Merci Nathalie. Écoutez, merci à tous. Bonjour. Pour parler de signature qualifiée et EIDAS V2, il faut déjà remarquer un point qui est fondamental. C'est que contrairement au règlement EIDAS V1, le règlement EIDAS V2 fait la part belle à la signature qualifiée. Depuis une vingtaine d'années, on opère évidemment de nombreuses, très nombreuses signatures électroniques. L'immense majorité d'entre elles étant en fait des signatures simples, parfois avancées, rarement qualifiées. L'idée en fait du règlement EIDAS V2 et de ses évolutions sur l'article 24 précisément, c'est de renverser le paradigme et de faciliter, permettre de déployer facilement ou de faciliter l'usage de la signature qualifiée pour tout un chacun. Pour ça, le règlement EIDAS V2 inclut différentes conditions, certaines que vous allez juger plutôt positives, d'autres que vous allez plutôt juger comme présentant un impact. Et je vais essayer de vous les décrire. La première des conditions qui est posée en fait, comme étant un facilitateur de la mise en œuvre de la signature qualifiée, c'est l'usage du wallet européen, dont on parle beaucoup depuis ce matin évidemment dans ce forum, au motif que le wallet est un facteur d'identification élevé,
permettre la production d'un certificat qualifié automatiquement sur présentation d'un wallet et donc postérieurement à une authentification par l'intermédiaire de ce wallet. À ce titre, le club PSCO a participé à la production aux côtés de la NTS d'une convention standard accessible aux membres du club PSCO et qui permet en fait aux membres d'intégrer France Identité directement dans leur service de confiance pour que cette intégration, gratuite d'ailleurs, simplifie l'usage du wallet et donc de l'identité numérique de niveau élevé pour produire un certificat qualifié, comme vous le savez, base de la signature électronique qualifiée. Ça, c'est le premier facteur et le premier impact qu'on peut identifier sur le règlement IDAS V2 pour la signature qualifiée. Le second, c'est que, contrairement au règlement IDAS V1, le règlement IDAS V2 fait la part belle à l'authentification et à l'identification distancielle. Dans IDAS V1, pour mémoire, on disait on peut faire du face-à-face présentiel, on peut faire différentes méthodes d'identification et d'authentification, et puis on peut faire autre chose. Le autre chose, à l'époque, n'était pas vraiment décrit, on était en 2014, il faut se rappeler. Le règlement, d'ailleurs, a été écrit en 2012. Donc à l'époque, le Covid n'était pas passé par là, les prestations de vérification d'identité à distance, ça n'existait même pas. Et donc depuis, évidemment, le règlement IDAS V2 renverse un peu ce paradigme également, en faisant la part belle aux facteur d'identification distancielle comme étant un vrai facteur permettant l'éligibilité pour obtenir un certificat qualifié et donc produire une signature qualifiée. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce concept. Et puis après, évidemment, le règlement évolue également pour parfois expliquer, voire modifier légèrement les bases réglementaires qui préexistaient en matière de conditions d'obtention d'un certificat qualifié. Typiquement, historiquement, dans IDAS V1, on avait la possibilité d'obtenir un certificat qualifié sur présentation de ce qui s'appelait une EID substantielle. Pour faire la promotion du wallet, pour pousser vers l'obtention d'une signature, d'un certificat qualifié, et donc la production d'une signature qualifiée de qualité, la Commission a souhaité enlever cette option du règlement IDAS V2 et donc supprimer cette possibilité d'obtenir un certificat qualifié sur présentation d'une EID substantielle seulement. Une EID substantielle faisant l'objet de procédures de sécurité renforcées, il faut voir, mais une EID substantielle tout court, c'est non, c'est fini. Et puis ensuite, IDAS V2 vient avec son cortège de nouvelles exigences, de nouveaux standards, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de NIS V2, et par souci de cohérence, le règlement IDAS et donc les conditions de production d'un certificat qualifié évoluent également pour prendre en compte ces nouvelles exigences qui proviennent d'autres aspects réglementaires, d'autres directives, NIS V2 étant évidemment l'une de celles qui est les plus fameuses, ce qui amène en vrai, pour parler clairement, pour être pragmatique, ce qui amène en vrai environ 150 exigences supplémentaires qui pèsent donc sur les épaules des prestataires de services de confiance qualifiés produisant des certificats qualifiés, ce qui n'est pas rien en termes de conséquences opérationnelles et d'impact. Nathalie ? Oui, donc merci. J'espère avoir répondu à la question. Je ne savais pas si tu avais terminé, donc je vais rebondir sur ce que tu viens d'évoquer en me tournant vers Noberto, parce que Infocert est lui-même fournisseur de certificats qualifiés et de signatures qualifiées. Donc, est-ce que vous partagez l'analyse de Jérôme ou est-ce que vous avez des compléments à apporter et comment vous allez, Infocert, vous adapter à ces nombreuses nouvelles exigences? Vous avez évoqué, Jérôme, 150 exigences nouvelles et au changement de paradigme sur la signature qualifiée. Oui, bonjour à tous. Oui, bien sûr, je partage beaucoup l'analyse de Jérôme. En plus, comme en vision de business de Infocert et Cert Europe, que c'est notre entreprise en France, parce que c'est vrai que EIDAS 2 va introduire de nouveaux services qualifiés. On a parlé, par exemple, de la signature qualifiée à distance, mais, par exemple, ça, c'est un service qu'on a été en train d'offrir depuis 10 ans. Donc, c'est un service qui, aujourd'hui, c'est finalement normé à niveau européen. On aura un standard européen de certification à niveau européen. Donc, c'est très bien parce qu'on aura aussi une harmonisation et la possibilité d'offrir le même service dans tous les pays de l'Union européenne. Mais il y a déjà un marché pour ce service. Il y a déjà des acteurs qui travaillent, qui offrent ce service dans pas tous les pays, mais il y a déjà des pays où ça c'est très utilisé pour exemple, les acteurs privés ou même pour le secteur public.
D'accord. Donc effectivement, nous allons aller vers l'harmonisation des services qui avaient déjà été créés dans EIDAS 1, mais aujourd'hui, on va avoir effectivement des nouveaux services de confiance. Donc quels sont-ils? Donc les registres électroniques e-ledger, les fournisseurs, les attestations d'attributs dont on a déjà entendu parler tout à l'heure lors de la participation des sujets sur les wallets, et l'archivage électronique. Norberto, je me permets de continuer avec vous, mais en fait, est-ce que l'archivage électronique, c'est vraiment un nouveau service? Je crois savoir la réponse que non. Donc, si c'est non, en fait, quelles sont les évolutions que vous allez devoir entreprendre chez InfoCert pour faire évoluer votre service vers les nouvelles exigences de EIDAS 2 sur cet archivage électronique? Ouais, donc, du point de vue business, on voit l'archivage électronique comme une petite évolution de ce qu'on avait dans EIDAS 1, que c'était la préservation de la signature électronique. Ça, c'était très limité à seulement préserver dans le temps la valeur légale d'une signature électronique. Aujourd'hui, avec le service d'archivage, on va donner valeur légale à la préservation de n'importe quel document, signé ou pas, ou je dirais même n'importe quel fichier, information digitale. Peut-être un document, peut-être une image, une vidéo, des audios. On peut vraiment archiver n'importe quelle information et avoir la valeur légale dans le temps. C'est un nouveau service à niveau européen. C'était la première fois qu'on a cette norme et c'est aussi le standard qu'on va voir après. Mais en fait, avant de EIDAS 2, il y était déjà des services équivalents qui s'étaient réglés à niveau national, à niveau local. On a l'exemple en France, en Italie. Il y a des pays où le service c'est déjà existant, il y a déjà des acteurs du marché qui offrent ce service. L'avantage d'une norme européenne, c'est à nouveau la standardisation, l'harmonisation et avoir qu'un seul standard technique qui peut être applicable dans tous les différents pays européens. On espère que ça va aussi à éliminer les différences nationales parce que on sait très bien que même s'il y a des règles au niveau européen, peut-être que des pays vont ajouter des besoins ajoutifs pour le service. Effectivement, l'intérêt de l'harmonisation, c'est la normalisation qui va supporter cette harmonisation. Ça va me permettre d'échanger maintenant avec Sandrine, notre experte table ronde de normalisation. Sandrine, avec votre participation active aux travaux de comité de normalisation AFNOR CN 171, vous avez une liaison proche avec le fameux Technical Committee, 468, qui a institué un nouveau standard sur l'archivage électronique, le Technical Standard 18170. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu plus les fondements? Quelles sont les divergences qu'il peut y avoir avec effectivement ces réglementations ou ces référentiels nationaux français ou européens, tels que ceux de la Belgique, l'Allemagne ou l'Italie? Mais peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il serait peut-être utile de bien définir les différents concepts, parce que c'est quand même assez complexe, entre archivage électronique, tout à l'heure Norberto a utilisé le mot préservation électronique, et en France on parle de composants de coffre-fort numérique. On parle de ça, mais pas que. Alors, pour reprendre à la base cette notion, en France, on a ce qu'on appelle un composant coffre-fort numérique, mais on a aussi un service de coffre-fort numérique que vous connaissez. C'est normalement là où on vous dépose des fiches de paye. Je vais mettre ça de côté, parce que ça, c'est pour le particulier, c'est pour vous, salariés. Là, il y a en France une distinction qui existe déjà, mais qui n'est pas du tout basée sur les mêmes choses. C'est-à-dire que le composant coffre-fort numérique, c'est basé sur une norme logicielle, là où le service d'archivage électronique, c'est vraiment un service, comme on le dit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est basé sur des politiques de sécurité, des procédures, de la sécurité physique. Et donc la manière de gérer les choses n'est pas tout à fait la même. Si je voulais simplifier un petit peu, c'est un petit peu comme si vous mettiez une disquette dans un coffre-fort d'une banque. Demain, vous ne pourrez pas la lire parce que vous n'avez pas de lecteur de disquette. Et c'est un peu la même chose avec ce composant coffre-fort numérique. Il va vous assurer que personne ne peut accéder à votre disquette. Il va vous assurer l'intégrité de cette disquette. Mais il ne va pas pourtant vous assurer que cette disquette va pouvoir être lisible dans le temps. C'est simplificateur, mais je me permets cette comparaison parce que c'est assez compréhensible.
Là où le service d'archivage électronique porte vraiment son intérêt, et autant chez les prestataires français aujourd'hui, autant dans le règlement EIDAS V2 et le service qualifié d'archivage électronique, c'est la même idée, c'est de pouvoir assurer la lisibilité et l'intégrité des documents au-delà de la validité de leur support, c'est-à-dire pouvoir continuer à lire des documents dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans, parce qu'il faut voir que derrière le règlement EIDAS, certes, il y a toute la partie privée, je dirais, ça c'est sûr, business, mais il y a aussi les services publics qui, eux, ont forcément des contraintes et des besoins tout à fait différents sur la partie archivage électronique et qui ne sont pas exempts de dématérialisation. Donc cette idée du service qualifié d'archivage électronique, c'est vraiment d'assurer la lisibilité et de pouvoir démontrer que les éléments n'ont pas été modifiés au-delà de la validité de la période technologique du document électronique. Alors, comme l'a tout à fait dit Noberto, c'est vrai que ce système d'archivage électronique, il est fait autant pour les documents signés que les documents non signés. Et donc, il y a un article 45G du règlement EIDAS qui a été écrit, qui amène donc cette possibilité de pouvoir assurer la valeur probante des éléments qui sont mis dans ces systèmes, qui sont des services qui sont fournis par des prestataires de services de confiance qui respectent un cadre extrêmement précis avec des normes cadrées qui sont très très importantes. Et l'idée fondamentale derrière, c'est vraiment de pouvoir assurer que les documents sont lisibles et intègres. Donc aujourd'hui en Europe, on a fait un travail, ça a commencé il y a plus de 18 mois, à ce Technical Committee, on appelle ça le comité technique, au comité européenne de normalisation, qui rassemble différents pays d'Europe, en fait, sur lequel on a commencé par faire un mapping sur ce qui existait en Europe et comment les pays travaillaient. Et c'est là où on le savait déjà, mais on s'est aperçu, là pour le coup, de manière noir sur blanc, qu'on n'avait pas tous la même approche de l'archivage. Nous, Français, on a une approche qui est celle de dire, on va mettre un document dans un système d'archivage électronique, j'ai de la traçabilité, j'ai des journaux, j'ai beaucoup de mesures de sécurité physique, mesures de sécurité informatique, j'ai des procédures, j'ai des protocoles. Et une approche allemande et d'autres pays qui étaient basés sur des concepts de sursignature, de documents signés, parce que la vision était énormément basée sur des documents signés électroniquement. Donc ce TS 1870 pour le nom barbare, qui est la spécification technique qui a été écrite pour répondre à cet article 45G sur l'archivage électronique, dans un objectif de consensus, après 28 réunions de travail en discutant avec l'ensemble des pays européens, l'idée, c'était de pouvoir répondre à ce service qualifié d'archivage électronique en prenant en compte ces deux approches qui peuvent être différentes dans les pays. Et c'est donc le cas aujourd'hui. Cette spécification technique, en ce moment, elle est dans l'étape de vote formel. Nous, tout notre travail, ça a été avec la présidence française du Technical Committee qui est tenue par Séverine Denise de DocaPost. Le travail a été de faire en sorte que ce texte soit repris dans les futurs actes d'exécution qui arrivent le 21 mai. Donc c'est un peu une course contre la montre. Il y a des choses très, très précises à respecter au sein côté normalisation en termes de publication de documents. Donc 18 mois de travail pour arriver à un document qui à peu près, qui en tout cas permet le consensus sur à peu près une quinzaine de pays dans les réunions qu'on a faites. Donc effectivement, un gros travail sur le consensus de normalisation, sur l'aspect archivage électronique. Mais quand on parle d'archivage électronique, est-ce qu'il y a un lien naturel ou pas vers l'autre service qui est le registre électronique qu'on appelle e-ledger? Et est-ce qu'il y a des travaux de normalisation également sur cette thématique de e-ledger? Oui, alors le ledger, c'est un registre électronique infalsifiable avec un enregistrement chronologique et une présomption d'intégrité, c'est-à-dire que ce registre n'est pas modifiable, ce que vous allez retrouver dans les technologies blockchain. Le ledger est une possibilité pour un service d'archivage électronique d'assurer sa piste d'audit. Ce qui est important dans les services d'archivage électronique, c'est que certes, on va mettre des documents à l'intérieur, certes, il y a des mesures de sécurité, mais ce qu'il y a surtout, c'est petit 1, des vérifications d'intégrité constantes avec des méthodes cryptographiques, on va calculer des empreintes et les recalculer de manière régulière pour vérifier que c'est toujours les mêmes. Ça démontre que les documents ne sont pas modifiés. Et la deuxième chose, c'est une traçabilité, une piste d'audit des événements critiques, une traçabilité complète de absolument tout ce qui peut se passer sur le service d'archivage électronique. Et derrière,
on peut avoir soit des protocoles de journalisation comme on aime bien faire en France, soit utiliser ces technologies de registre qui vont permettre un enregistrement chronologique infalsifiable et ainsi démontrer l'intégrité de la piste d'audit. Alors il y a de l'intégrité partout, hein, l'intégrité du document, l'intégrité de la piste d'audit, l'intégrité physique. Donc vous trouverez ça, vraiment l'intégrité, c'est le maître mot de tout. Et donc le Ledger fait partie d'un des moyens pour un service d'archivage électronique qualifié de répondre à ce besoin de pistes d'audit, de traçabilité sur ce qui se passe dans le système. Donc aujourd'hui, c'est un complément, ça peut être un complément en archivage électronique. C'est un moyen. C'est un des moyens. On peut appeler ce service-là pour pouvoir effectuer cette traçabilité. Et les travaux de normalisation, on en est où aujourd'hui? Ceux-là, ils sont suivis par alors c'est un autre comité qui travaille, qui est sur la partie européenne, qui travaille beaucoup avec l'ISO, qui a beaucoup travaillé sur la partie blockchain et RESIS. Donc il y a vraiment un travail conséquent qui est fait. Alors là, il y a des premières réunions qui ont eu lieu. Il va y avoir encore un travail pendant quelques mois avec l'objectif d'écrire ce même type de spécification technique que ce qu'on a écrit sur l'archivage électronique, sachant qu'il y a déjà des documents existants, mais il y a encore quelques mois de travail pour pouvoir arriver une spécification technique sur ce sujet. Effectivement, comme tout travail de normalisation, le travail se fait par consensus entre tous les pays qui sont impliqués et avant d'avoir un vote final sur un document. Je vais simplement indiquer au public qu'il y a la Commission européenne qui a mis en ligne sur une page GitHub de la Commission un agenda sur l'ensemble des travaux de normalisation qui sont impliqués au regard de la nouvelle réglementation eIDAS 2 et des services de wallet. C'est assez impressionnant, ce nombre de standards, et aussi bien des standards qu'on appellerait officiels, ISO, CEN, ETSI, mais aussi des standards de place ou d'alliance, comme OpenID Alliance ou encore le W3C. Justement, Sandrine, on a donc de nombreux standards, mais comment on fait pour y accéder quand on est novice, qu'ils soient en cours de travaux ou quand ils sont publiés? Et donc, est-ce que vraiment ils sont indispensables pour notre conformité eIDAS 2? Oui, c'est sûr. Alors, l'accès. Il y a beaucoup de documents au CEN qui sont écrits par l'ETSI, qui est un petit peu le bras armé technique. C'est un organisme de normalisation. Sur la partie archivage électronique, c'est l'AFNOR, qu'on appelle le National Body, qui est donc le référent français au niveau du Comité européen de normalisation et qui est donc responsable de la publication de ce texte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces national bodies qui vivent en fait sur des gens comme vous et moi dans les entreprises qui vont acheter les normes chez eux. Et donc du coup, ce qui fait qu'on se retrouve souvent quand ils publient des documents avec des documents qu'il faut acheter. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent pour que justement ces documents soient gratuits, comme on peut les trouver à l'ETSI. L'ETSI, c'est tout à fait un autre modèle. L'adhésion n'est pas du tout le même prix. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et on espère vivement que ces documents puissent être disponibles gratuitement. Oui, d'autant plus quand ils sont référencés dans ces fameux actes d'implémentation. Ils doivent l'être. Et parce qu'ils seront incontournables et il y a une jurisprudence qui commence à faire date là-dessus. Donc merci Sandrine pour cette explication sur l'importance de ces standards et comment on fait pour y accéder pour eIDAS 2. Et tout à l'heure, Jérôme, tu as commencé à évoquer un autre type de standard ou de référentiel important, c'est la vérification d'identité à distance. Tu as parlé tout à l'heure d'un niveau substantiel qui devait être upgradé, mais il y a les procédés alternatifs de vérification totalement à distance, sans moyen d'identification électronique. Et aujourd'hui, l'enjeu de ce type de référentiel est important. Et quelles sont les options qui vont se présenter aujourd'hui en termes de standards ou de référentiels? Merci. Oui. D'abord, de quoi parle-t-on? On parle en fait d'avoir un niveau de confiance équivalent entre un face-à-face distanciel et un face-à-face présentiel. On parle donc de pouvoir remettre le plus haut niveau de sécurité pour un certificat électronique, pour un service de confiance, quel qu'il soit, postérieurement à une rencontre qui se fait 100% à distance. Comme je le disais, dans eIDAS V1, ce concept était relativement inconnu et il faut bien reconnaître que l'ANSSI, en France, a eu le courage, le mérite de produire le premier cahier des charges visant les prestations de vérification d'identité à distance et de produire le premier schéma de certification de ces acteurs. 4 aujourd'hui ont été jusqu'au bout du processus de certification et il faut leur reconnaître ce mérite.
Maintenant, ce processus de vérification à distance de l'identité PVID tel qu'opéré dans le contexte national ne peut pas fondamentalement rester national. On est dans un schéma européen, IDAS V2, ça encadre une réglementation européenne qui donc se doit d'être homogène partout en Europe. Et qu'est-ce qu'on a observé en 2020, 2021, 2022 ? On a observé simplement que, en plus le Covid passant par là, ça a favorisé évidemment ce genre de pratique. On a observé que chacun des pays européens faisait à sa sauce, en encadrant, plus ou moins d'ailleurs, certains pays n'ont carrément pas encadré du tout, et il a donc s'agi de trouver une convergence, un chemin permettant aux différents pays européens de pratiquer les processus de vérification d'identité à distance dans les mêmes conditions. Un groupe de normalisation, à l'ETSI justement, a donc produit une nouvelle version d'une vieille norme qui s'appelle la version 2.1.1 de la 119.461, bon, peu importe les nombres. Et en tout cas, cette nouvelle version des procédés d'identification à distance est disponible depuis février 2025 et on l'espère, on croise les doigts, devrait être référencée dans les décrets d'application, en français actes d'exécution, de l'article 24 du règlement IDAS V2, c'est-à-dire des conditions de production d'un certificat qualifié en distanciel. Me direz-vous, quel est l'impact? On passerait donc d'une norme française à une norme européenne. Bon, sauf qu'en France, on fait bien le boulot. La preuve, on a des prestations encadrées, des acteurs certifiés. Et donc, pour répondre à cette question, au club PSCO, on a décidé de produire un document qui est accessible, qui est disponible sur demande, qui est un document comparatif, en fait, des exigences pour obtenir le statut de prestataire de vérification d'identité à distance à la française, avec les exigences du fameux standard 119.461, consacré et publié depuis février de cette année. Pourquoi on a fait ça? On a fait ça simplement pour aider les prestataires de vérification d'identité à distance français qui ont joué le jeu, mais aussi pour faire la démonstration de l'impact à venir pour ces prestations, pour ces prestataires. Et on observe quoi en synthèse? On observe que finalement, les méthodes qui sont donc consacrées par ce standard européen sont à 95% les mêmes que celles qui préexistent en France et qui ont été produites, encore une fois, merci à l'ANSSI, en avance de phase, il y a maintenant plus de 4 ans, en France, donc sur le sol national. Sur les 400 exigences, pour être précis, il y en a une cinquantaine qui diffèrent, et qui ne diffèrent pas de façon majeure. Le wording est un peu différent, la façon d'opérer est un peu différente. Reste que l'effort à fournir pour un prestataire français déjà certifié PVID va être relativement mineur, heureusement. Effectivement, un fournisseur PVID, obligatoirement, il va satisfaire parce qu'il est toujours au plus par rapport à cette spécification qui a quand même rajouté une petite ligne que chaque nation aura le choix de rajouter sa petite sauce complémentaire à ce référentiel. Certes, mais l'harmonie européenne voudrait que ce standard soit dorénavant la règle, la même pour tous, pour éviter l'écueil qu'on a connu pendant 10 ans, c'est-à-dire une concurrence que certains appelaient déloyale. Effectivement, concurrence déloyale. Concurrence déloyale dans le respect du droit. Et pas simplement pour la délivrance de certificats qualifiés, parce que cette même méthode sont utilisées pour des services de confiance ou également pour la signature électronique, même dès le niveau avancé, sans certificat qualifié, pour la délivrance d'un recommandé électronique à son destinataire, également pour, dans le domaine des paiements, pour ouvrir un compte bancaire en méthode alternative à un moyen d'identification électronique pour s'identifier. Et également, ce sera fortement utile également pour recevoir une attestation d'attribut par un fournisseur d'attestation d'attribut électronique. Donc, on en vient à ce fameux nouveau service d'attestation électronique d'attribut qui a été créé par la nouvelle réglementation EIDAS 2. Et comme tout à l'heure ça a été évoqué par M. Liès de l'ANSSI, il peut fonctionner en plus ou sans corrélation avec le wallet. Norberto, donc vous-même en tant que prestataire de services de confiance, je suppose que vous avez un fort intérêt dans ces nouveaux services et pouvez-vous nous indiquer un petit peu plus l'intérêt de ce nouveau service en tant que
vous-même prestataire potentiellement d'attestation électronique d'attributs. Oui, ça c'est vraiment un nouveau service que ça va être très intéressant. Avant de parler de nouveaux services, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, une personne, un citoyen peut déjà, dans quelle façon, dans quel pays européen, démontrer sa propre identité digitale en ligne. Par exemple, il y a des pays qui ont implémenté, par exemple, des solutions pour la gestion des identités digitales. On a France Connect en France, on a It's Me en Belgique, on a Speed en Italie, on a le Bank ID dans les pays du Nord. Ça, ce sont toutes des solutions d'un point de vue national. Ça veut dire que ce sont des solutions avec des standards de réglementation complètement différents. Il y a été dans EIDAS la volonté, on a essayé de créer une interopérabilité, mais ça, c'était très limité. Ce que EIDAS 2 va faire avec l'attestation des attributs qualifiés, c'est une harmonisation et une interopérabilité by design de cette information. Ça veut dire que les attributs seront gérés par des standards communs et la solution sera, on espère, le wallet qui sera implémenté à nouveau à niveau national, mais cette fois, c'est avec le même standard technique derrière. Ça veut dire que l'interopérabilité sera possible, by design sera immédiate, échanger les informations. Et quel type d'informations vont pouvoir être fournies par ces attestations d'attributs? Uniquement les fameuses identités pivots des moyens d'identification électronique ou ça pourra aller au-delà? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important qui va changer avec EIDAS 2. Parce qu'aujourd'hui, on peut partager que des informations liées à notre identité. Ça veut dire le nom, le prénom, la date de naissance. Demain, avec l'attribut, on peut partager n'importe quelle information. N'importe quelle information peut devenir un attribut digital dans notre wallet. Ça veut dire, par exemple, la qualification des études. Ça veut dire, par exemple, les informations sur le travail pour savoir si une personne c'est vraiment un avocat, un notaire, un médecin. N'importe quelle information, même des informations très personnelles comme, par exemple, des données médicales, n'importe quelle information. Et ça, c'est possible, la chose très intéressante et très importante, c'est aussi possible pour l'infrastructure technique. Ça veut dire qu'on a dans ce système, dans le wallet, la privacy by design et by default. Ça veut dire que les informations, aujourd'hui, les informations sont gérées dans des bases de données centralisées. Par exemple, il y a l'État qui a la base de données, il y a le fournisseur de services qui a sa base de données. Demain, cette information sera présente que dans le wallet de l'utilisateur et sera l'utilisateur à décider si partager ou pas cette information avec un prestataire de service pour obtenir le service. Et quel va être l'impact de cette relation entre prestataire d'attestation d'attributs et le wallet, s'il y en a un, sur le business model de ces prestataires tels que peut être InfoCert? Sûrement, il y aura un impact fort. Aujourd'hui, le modèle de business est très clair. Il y a une identité numérique et qui utilise cette identité numérique paye normalement pour l'utiliser, parce qu'il va réduire le coût pour l'identification d'un utilisateur final. Donc, le principe, c'est valide aussi pour les attestations de services, l'attestation des attributs, c'est que normalement, la personne, l'owner des informations, ne va pas payer, mais ce qui paye, c'est le prestataire de service. Et le prestataire de service doit payer l'entreprise ou le gouvernement, le fournisseur des informations qui sont dans l'attribut. Ça pose quand même des problèmes pour avoir la privacy. Donc, le prestataire de service, l'entreprise qui donne les informations ne doit pas savoir où cette information est utilisée pour donner la confiance à l'utilisateur. Donc, le système de facturation privacy by default ou by design, c'est encore un sujet complexe, effectivement. Exactement. Alors, nous avons donc bien avancé sur cette table ronde et il nous reste une question relativement ouverte qui est quelle place vont trouver ces services de confiance dans un contexte de digitalisation étendue? Alors, comme elle est relativement ouverte, je me suis permise de dire, je vais faire un petit challenge à nos 3 intervenants de choc en leur disant, vous avez un petit timing, on
On n'a pas trop dépassé le temps, donc 3 voire 4 minutes, si vous vous sentez tenir jusqu'à 4 minutes, pour répondre chacun à votre tour sur cette question. Donc, je répète, quelle place vont trouver ces services de confiance dans un contexte de digitalisation étendue? Sandrine, vous voulez commencer? Un mini point juridique qui dit que avoir un service qualifié, c'est intéressant parce que dès que vous utilisez des services qualifiés, vous avez cette inversion du régime de la preuve. Ce n'est pas à vous de démontrer que vous avez mis en place un bon service, c'est à celui qui est en face de démontrer que vous n'avez pas bien fait votre travail. Sachant que vous êtes multiples audités, enfin, il y a beaucoup d'audits et que c'est des prestataires de confiance qui mettent en œuvre beaucoup de moyens, c'est vrai que cette utilisation de services qualifiés amène une sécurité juridique qui est conséquente. Mais ça n'empêche pas que le règlement EIDAS n'oblige pas d'utiliser des services qualifiés et on peut toujours continuer à utiliser des services non qualifiés. Mais ça va effectivement, en cas de problématique, demander un petit peu plus en cas de litige, en cas de problème en justice, demander un petit peu plus d'investissement sur des avocats. Alors, ça c'est pour dire l'intérêt du service qualifié, c'est vraiment celui-là, c'est d'amener ces éléments de grande valeur juridique, et c'est pour ça aussi qu'est fait le règlement EIDAS. Il y a quelque chose dans EIDAS, c'est que c'est européen, ça ouvre tout service qualifié proposé dans un État membre et reconnu comme qualifié dans n'importe quel autre État membre. Mais ça n'empêche qu'il y a encore aujourd'hui des spécificités locales, nationales, qui font qu'on a une certaine tendance à privilégier des prestataires qui sont plus proches de chez nous. Mais n'empêche que ces services de confiance qualifiés, c'est l'ouverture des services qui vont proposer de manière identique, avec de la sécurité identique, avec une confiance identique, autant en Lituanie, en Espagne, en France, que partout. Donc il y a cette notion qui est hyper importante de comprendre que un service qualifié, ça a une force conséquente et ça peut amener cette force juridique qui peut être très importante pour toutes les entreprises, parce qu'on sait tous que qu'est-ce qu'il y a derrière l'archivage. Si je prends l'archivage, c'est des problèmes en justice, c'est des problèmes de litige. Il faut aller chercher des documents, il faut aller chercher des contrats, il faut aller chercher des preuves qu'on va montrer devant un juge. Ça sert aussi pour l'entreprise, certes, mais pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces systèmes-là? C'est justement pour pouvoir démontrer que notre position est la bonne et pouvoir gagner en justice. Donc, cette idée, alors dématérialisation, elle est, de toute façon, elle est lancée. Tout ce qui se passe dans le numérique, faut pas être naïf, ça vient de l'Europe. Donc aujourd'hui, il y a des impacts sur des choses qui existent. Par exemple, en France, on a une certification sur les systèmes d'archivage électronique qui forcément est impactée par ce service qualifié d'archivage électronique. Nous, à la commission de normalisation 71, on a justement des groupes de travail pour analyser et travailler sur les impacts de ce service qualifié. Et quelque part, c'est un peu pareil pour tous les services de confiance. Il y a des fois des nouveaux usages, il y a des fois des nouvelles choses à voir, des fois des textes réglementaires à modifier. Voilà, ça c'est le jeu de quelque chose qui change. Mais je rejoins un peu cette idée, la signature qualifiée, ça fait longtemps que ça existe, tout le monde en voudrait. Puis finalement, très peu de gens l'utilisent parce que l'expérience utilisateur est très embêtante aujourd'hui. Moi, je veux un certificat qualifié, faut que je me déplace physiquement pour aller démontrer mon identité en face à face. La signature qualifiée à distance, c'est une évolution considérable. Pouvoir disposer d'un certificat dans votre toilette numérique à l'intérieur de votre téléphone pour signer de manière élevée, avec une identification, avec une identité numérique élevée parce qu'elle va venir de l'État et que c'est régalien, ça va ouvrir des portes, mais c'est colossal en fait. Et donc du coup, dématérialisation forcenée, donc du coup ces services sont de plus en plus d'usages, qui se créent. Ils vont répondre à des contraintes et des problématiques aujourd'hui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Jérôme, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Un écosystème digital sans service de confiance, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible, ça n'est pas viable à terme. En tout cas, ce serait de nature à rendre les produits digitaux, les documents digitaux, les transactions digitales qu'on opère au quotidien en masse aujourd'hui, faillibles, critiquables, vulnérables, contestables, douteuses. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas bâtir un monde nouveau, on ne peut pas créer du progrès sans que ce progrès soit assis sur des infrastructures de confiance. On a créé des autoroutes pour que les véhicules aillent vite, mais en sécurité. C'est exactement les mêmes concepts.
Et donc, les nouveaux concepts qu'on vient de manipuler, qu'on vient d'expliquer, de A à Z, de la production à l'archivage, doivent être basés nécessairement sur des services de confiance de qualité, dont le club PSCO, j'en suis le représentant, évidemment fait la promotion. Maintenant, il reste quand même des questions à répondre, à résoudre. Il y a des challenges dans ces secteurs, en particulier parce que le challenge, c'est de passer d'un écosystème national à un écosystème européen, on vient de le dire. L'un des challenges, notamment, c'est de savoir qui a accès à la production d'attestations et d'attributs. Dans le règlement IDAS, ça vous aura peut-être échappé, mais peut-être pas, il y a ce qui s'appelle les sources authentiques. La source authentique, c'est celui qui détient l'information de droit sur moi. Bon, je suis diplômé d'une école, ma source authentique pour mon diplôme, c'est mon école. Qui peut accéder à la base de données de mon école? Comment? C'est quoi le modèle économique sous-jacent? Si je dois donner mon diplôme de façon numérique, il faut que j'ai un problème de poulet d'œuf. Il faut que je puisse d'abord le collecter pour ensuite le donner. Et il faut que chacun y trouve son compte. Entre ceux qui, évidemment, sont légitimes à porter ces sources authentiques et ceux qui sont légitimes à les consommer. De ce point de vue, on n'a pas encore complètement les réponses parce que le nombre d'attributs, évidemment, est illimité. Le nombre de données qu'on va pouvoir manipuler de façon sécurisée, en confiance, qui sont potentiellement des attributs de mon identité, on n'en connaît même pas la liste. Et donc, oui, il reste des challenges en matière de déploiement, oui, il reste des challenges en matière de processus digitaux sécurisés de A à Z. Mais bon, globalement, moi, ce que je reconnais quand même, c'est qu'on a fait un sacré progrès et que les 10 années qui viennent de passer sont franchement, ont permis collectivement d'arriver à un niveau de maturité qui est relativement satisfaisant. Voilà. Donc vivement l'apparition des prochains actes d'exécution 21 mai, ou avant pour la consultation publique, on les attend encore. Norberto, je vous laisse vous exprimer sur ce contexte de digitalisation étendue. Oui. Première chose, on a vu que d'un point de vue réglementaire, c'est vrai qu'on a de nouveaux services réglés par eIDAS 2. Mais comme on a vu aussi, ces services, dans quelle façon existaient déjà à niveau national, local. On a vu par exemple la signature à distance ou l'archivage. Et la norme européenne va habiliter des entreprises comme InfoCert, comme CERT Europe, à offrir le même service de la même façon dans tous les pays de l'Union européenne. Ça va être vraiment très important du point de vue de notre client. Parce que, par exemple, on travaille aujourd'hui avec tous les plus grands groupes bancaires européens. Aujourd'hui, si un groupe bancaire nous demande une solution d'archivage, on doit offrir une solution pour l'Italie, une solution pour la France, une solution pour chaque pays. Et c'est comme ça pour beaucoup de services. Demain, on espère avoir le même service qui est applicable dans tous les différents, automatiquement, au moins les mêmes pays, tous les pays de l'Union européenne. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a déjà des pays au dehors de l'Union européenne qui acceptent ces services comme valables, comme avant valeur légale localement, parce qu'ils reconnaissent à la norme européenne une valeur très forte. Effectivement, déjà l'Angleterre, malgré le Brexit, je crois qu'ils ont conservé. Oui, c'est le thème. Mais aussi, par exemple, le pays de Midwest, ça, il y a le nord, l'Afrique du Nord, il y a déjà des pays qui acceptent la valeur de eIDAS. Oui, je rebondis parfaitement d'accord. J'ai même des pays qui me demandent aujourd'hui d'être qualifiés eIDAS, alors qu'ils sont au Moyen-Orient. Je suis obligé de leur expliquer que eIDAS, ça s'applique en Europe. Ils me disent, mais on veut faire pareil. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'évidence, on observe que depuis 20 ans, le marché de la digitalisation de confiance s'est démocratisé dans de bonnes conditions, que le nombre finalement d'affaires, entre guillemets, de vulnérabilité, de sociétés qui ont eu des incidents de sécurité liés à des services de confiance, c'est extrêmement faible, pour ne pas dire zéro, et que donc, naturellement, des pays aujourd'hui reconnaissent la qualité à la fois du règlement et la qualité des services opérés dans les conditions du règlement, et simplement souhaitent reproduire, voire parfois même rejoindre, comme l'article 14, aspects internationaux du règlement eIDAS le permet, rejoindre la communauté en demandant, j'ai instruit moi-même des documents, des demandes de la Commission, formulées à la Commission européenne, d'adhésion, entre guillemets, au règlement eIDAS pour des pays hors Europe. Effectivement, on a le RGPD, qui est le modèle
quasiment de la protection de la vie privée. On a maintenant la réglementation EIDAS et également le modèle identité numérique européen qui va être peut-être le modèle de l'identité numérique un peu qui va être copié dans le monde. Une belle conclusion pour cette réponse à cette question de digitalisation étendue. Nous avons encore quelques temps pour pouvoir répondre à 2, voire 3 questions, je pense, Guy. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, je vais me permettre de solliciter la salle pour les personnes qui veulent poser une question. Bien d'abord qu'elles se lèvent. D'abord, en se levant, ça permet de mieux projeter sa voix, de se présenter et de poser une question relativement courte et précise pour que nos intervenants puissent y répondre le mieux possible. Personne ne veut poser de questions ? Ah, Imad. Oui, bonjour tout le monde, Imad Ad de l'EPFL. Vous avez beaucoup parlé de l'archivage, mais j'ai raté un détail. Qui va archiver exactement quoi? Par exemple, si j'ai un diplôme universitaire, est-ce que c'est les archives nationaux qui vont archiver ça, ou bien c'est l'université elle-même qui va archiver ça, ou bien c'est des notaires de confiance? Non, généralement, c'est l'université qui est responsable de la préservation des diplômes. Et soit ils vont décider d'externaliser, entre guillemets, en allant choisir des prestataires de services de confiance, soit ils vont décider de le faire eux-mêmes, ce qui m'apparaît un petit peu plus hasardeux. Mais l'idée, c'est que ce sont des prestataires, donc c'est une sorte d'externalisation. Quand vous allez chercher des prestataires de services de confiance, c'est globalement quand vous ne pouvez pas vous-même mettre en place les mesures nécessaires pour assurer ça. Donc, grosso modo, c'est toujours le donneur d'ordre, c'est l'université, c'est le propriétaire des diplômes. Et après, à sa disposition, plusieurs prestataires pour pouvoir archiver ces documents. Car la différence avec le monde physique, quand on parle du monde digital, si c'est un diplôme qui est signé maintenant, il est valide maintenant, mais dans 20 ans, 80 ans, comme vous avez cité, peut-être que les algorithmes ils sont cassés, il n'y a aucune validité là. Donc peut-être que vaut mieux que ça soit archivé chez un prestataire de confiance plutôt que de laisser ça à l'université qui... Vous voyez mon point. Évidemment. Je sens une petite action de ce côté-là sur le côté... Non, simplement pour vous dire que les prestataires de confiance sont en train d'organiser des processus de migration post-quantique, parce que vous parlez de ça, et que, évidemment, ces migrations vont nécessiter des moyens, vont nécessiter des efforts, et que les prestataires de services de confiance seront d'autant mieux placés pour opérer ces migrations qu'ils sont avec un niveau de technicité, avec un niveau de capacité important. Et c'est sûr, juste pour rebondir sur la partie archivage, on voit encore aujourd'hui des entreprises qui vont archiver des documents dans le garage du PDG parce qu'il aime bien ça. Aujourd'hui, il y a des prestataires qui font de l'archivage papier et qui sont certifiés pour le faire avec des mesures de sécurité très très fortes. Encore une fois, c'est une histoire de gestion de risque. Moi, je suis assez fan de normalisation et de certification parce que je trouve que c'est vraiment un élément de confiance hyper important. Plus on va vers les prestataires de services de confiance et plus on gère son risque et moins il y a de risque. Donc c'est aussi l'idée fondamentale. Je rajouterais, je ne sais pas si Norberto, vous le pensez également, mais je crois que l'archivage électronique pourra également être utile pour les fournisseurs de services qui vont devoir conserver la preuve des métadonnées. Je ne sais pas, moi, je suppose que vous, associé à la fourniture d'une attestation de données, vous allez avoir les fournisseurs de services qui vont devoir conserver des preuves. Oui, absolument. Je dirais que du point de vue business, notre positionnement, quand on essaye de vendre l'archivage, c'est vraiment d'expliquer à nos clients qu'ils vont à déléguer, à migrer le risque de conservation de son côté à notre côté. Ça veut dire comme prestataire, l'adjectif qualifié. Ça veut vraiment dire que la responsabilité légale pour l'archivage et la préservation de cette information, c'est sur le prestataire de service, c'est plus sur qui nous donne l'information. Et bien sûr, une fois que les informations sont envoyées au prestataire de service, on donne un reçu de cette information avec toutes les métadonnées. Et ça, c'est la preuve légale qu'on a pris en charge cette information et on va préserver ça pour le temps nécessaire. Voilà. Est-ce pas qu'on a répondu à ta question? Il y a une autre question? Oui, Éric Lecor pour Crédit Mutuel Arkea. J'avais une question concernant l'archivage. On sait qu'il y a eu un lien qui a été fait par un décret entre la signature électronique qualifiée puis la signature, je crois, sécurisée. Donc le décret disait qu'une signature sécurisée, c'était une signature qualifiée au sens de l'article temps, etc.
Est-ce qu'il va y avoir aussi un lien qui sera fait, ou est-ce qu'on peut s'y attendre, entre l'archivage qualifié et l'archivage, enfin la conservation dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, etc., avec un petit décret qui ferait le lien en disant, bah, voilà, c'est l'archivage qualifié. Oui, c'est un peu l'idée, conditions présumées remplies. Si j'utilise un service d'archivage qualifié, on va retrouver ça dans différents codes, différents codes de la législation française. Et c'est justement là-dessus qu'on est en train de travailler à la Commission pour pouvoir faire des propositions de réécriture des textes législatifs pour pouvoir introduire justement cette partie archivage qualifié. C'est pas fait, il faut qu'on attende les actes d'exécution, voir ce qui va se passer le 21 mai. Mais l'idée, c'est de travailler en collaboration avec la partie ANSSI, parce qu'il y a aussi quelque chose qui change fondamentalement, c'est que les services qualifiés, c'est la ANSSI qui est responsable de la qualification des prestataires de services de confiance via d'autres prestataires qui vont faire des audits, mais c'est eux qui donnent le tampon à la fin sur le dossier final, alors qu'aujourd'hui, les prestataires, par exemple, d'archivage en France sont certifiés par l'AFNOR, ce qui finalement change totalement la donne. Mais l'idée, c'est justement de faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire exprimer que les conditions de conservation sont considérées fiables si on utilise ce service d'archivage qualifié. Mais il faudra m'en reparler dans quelques mois pour savoir si vraiment on y est arrivé ou pas. En sachant que la réglementation EIDAS, naturellement, s'applique à tous les États, y compris la France. Bien évidemment, la réglementation EIDAS est au-dessus de notre réglementation nationale. Mais malgré tout, quand on se retrouve devant un juge, c'est pas toujours si simple. Voilà, est-ce qu'on a terminé? J'avais une question aussi, Nathalie, si je peux. Je voulais savoir un peu quelle est votre vision pour les 2-3 ans qui viennent, notamment en lien avec, je dirais, la massification de la facturation électronique. Est-ce que vous attendez un décollage de ces services de confiance numérique ou est-ce que c'est trop tôt encore? Comment vous voyez les choses? Bah, écoutez, c'est une excellente question. Effectivement, le volume de factures attendues est considérable. Maintenant, il ne vous aura pas échappé que l'article 289-7 du Code général des impôts offre plusieurs options pour garantir la qualité juridique d'une facture électronique, la signature et le cachet étant parmi ces options, mais pas les seules. Donc la question de fond, c'est est-ce que les PDP, les prestataires de démat partenaires et donc les différents opérateurs du secteur vont proposer, encourager, massifier, démocratiser la signature électronique des factures, ou plutôt d'ailleurs leur cachet, parce que je ne vois pas les gens signer individuellement, non, certainement pas, physiquement chacune des factures, mais par abus de langage, on appelle ça signature de facture, mais on parle de cachet évidemment. Et donc la question de fond qui se pose, c'est est-ce qu'on va massifier ce cachet électronique sur les factures ou pas? Nous, évidemment, on le recommande. Il ne vous aura pas échappé que ma position, c'est plutôt d'en faire la promotion. Maintenant, la réalité, on ne la maîtrise pas. Donc, l'avenir nous le dira. Voilà. Et il y a juste 2 aspects sur ça. Alors, il y a ce qu'on appelle les méthodes de sécurisation, utiliser ces cachets, pistes d'audit fiable, peu importe, différentes manières de sécuriser les factures, ça c'est une chose. Et moi aussi, je milite fortement pour que toutes les entreprises en France aient des cachets électroniques au nom de l'entreprise pour qu'elles puissent faire ce type d'activité. C'est quand même vachement mieux. Mais il y a quelque chose aussi sur l'authentification sur les plateformes de matérialisation partenaires. Et alors sans dévoiler des secrets, c'est-à-dire qu'au départ, la DGFiP souhaitait qu'en fait un niveau substantiel d'identification soit utilisé pour la connexion aux plateformes de matérialisation partenaires. Alors ils avaient déjà beaucoup de travail à faire et le bronca en disant non mais on ne peut pas aller à ce niveau-là, de niveau d'authentification. Donc la DGFiP a décidé de décaler ça à 2030. Donc il y a toute une phase de la réforme de la facture électronique où la partie connexion PDP ne sera pas forcément gérée avec le niveau de vérification d'identité que moi j'aurais aimé personnellement et qu'à mon avis les prestataires de confiance auraient aimé. Je pense que là, il y a toute une opportunité pour les prestataires, des fournisseurs d'attestation d'attributs ou des fournisseurs de wallets d'entreprise. Wallet d'entreprise. Parce qu'effectivement, c'est un beau sujet. En attendant d'avoir un niveau à minima équivalent au niveau substantiel, 2 facteurs et une authentification robuste. Je signale la sortie aujourd'hui d'un guide de recommandation de la CNIL sur l'authentification multifacteur, sans parler de robustesse, mais en tout cas à minima MFA.
Et puis, il y a les fameuses attestations pour représenter son entreprise. Je pense que Norberto, c'est un beau sujet aussi. Oui, en fait, par exemple, cette Europe, c'est un PDP en France, mais en fait, pour donner aussi une vision plus européenne sur ça, par exemple, aujourd'hui, on a encore des différences à niveau national. Par exemple, on a parlé du cachet sur la facture électronique. En Italie, ça, c'est pas accepté. En Italie, la facture électronique doit être signée pour la représentante légale de l'entreprise. Dans des autres pays, ce n'est pas nécessaire de signer la facture électronique. Donc, il y a encore un gros travail à faire pour l'harmonisation de la solution. Mais aussi, dans ce cas-là, par exemple, comme groupe InfoCert, on se positionne comme un fournisseur de solutions pour la facturation électronique dans tous les pays, je dirais, du monde où ça, c'est déjà existant. Voilà. Donc, de l'identité numérique des personnes physiques à l'identité numérique des personnes morales au service de confiance, un beau travail encore en perspective pendant au moins 1 an et demi, et en sachant que les prestataires de services de confiance devront avoir migré d'ici le plus tard, mai 2027 ? C'est bien cela. Bon, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je remercie surtout et je vous invite à applaudir nos 3 intervenants de choc sur les services de confiance.